Et salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Le bouchon du parfum Chanel numéro 5, en fait, c'est la place Vendôme vue du dessus. Et ça, c'est parce que Gabrielle Chanel adorait la place Vendôme. Attends, qui ça? Si tu veux déjà donner une première info à tes potes, tu peux leur dire que Coco Chanel, en fait, elle s'appelait Gabrielle. Et si tu sais pourquoi on l'appelait Coco à la place de Gabrielle, tu peux laisser un commentaire. Tout ça pour dire que dans la vie, Gabrielle, elle aimait plusieurs trucs. S'habiller en noir, les lions et dormir au Ritz. Endroit où elle a passé plus de 30 ans. Je vous laisse calculer le montant du loyer. En tout cas, quand on a proposé à Gabrielle Chanel de sortir un parfum, fallait être sûr de viser juste. Donc ils se sont dit, ok, donc là on est en train de dessiner un parfum pour Coco Chanel. Ok, où est-ce qu'elle habite Coco Chanel? Place Vendôme? Parfait. Alors le bouchon du parfum qu'on va lui proposer représentera la place Vendôme vue du dessus. Vu qu'elle adore la place Vendôme, c'est sûr qu'elle a kiffé. Ça a marché, Gabrielle a adoré l'idée. Et un autre truc à raconter, c'est que le parfum s'appelle numéro 5 pour une raison hyper simple. Quand on lui a présenté les odeurs, Gabrielle a senti plusieurs échantillons. Le numéro 1, le 2, le 3, et elle a choisi le 5e qu'on lui a proposé. Et si vous vous êtes déjà posé la question, en fait non, il n'y a jamais eu de Chanel numéro 4. Donc si un jour ça parle de ce parfum dans une conversation, t'auras plein d'anecdotes à raconter. Et si tu connais d'autres choses sur le sujet, tu peux les laisser en commentaire. Comme quoi, des fois, on dirait pas, hein, ça représente la place comme ça, j'aurais pas cru. Et puis même pour le choix du parfum. Tu sais que quand tu mets de l'argent à la banque, ce n'est plus ton argent. Il y a beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, qui se posent la question de pourquoi, si demain tu vas à la banque pour dire je veux 10 000 euros, j'ai 10 000 euros sur mon compte, la banque ne te donne pas 10 000 euros comme ça. En disant mais c'est mon argent, donc j'en fais ce que je veux. En fait, c'est plus compliqué que ça. En France, les sommes inscrites sur un compte bancaire constituent une créance du titulaire du compte contre la banque et non un bien qui lui appartient matériellement. Explication plus simple. Autrement dit, quand tu déposes ton argent à la banque, tu perds la propriété de l'argent que tu as donné à la banque. Tu deviens en échange créancier de la banque pour ce montant. Ça veut dire en gros que si tu déposes 10 000 euros, une fois que c'est écrit sur ton compte, là, c'est comme si juridiquement tu n'avais plus 10 000 euros, mais que la banque te devait 10 000 euros. On va un peu plus loin. Ça veut dire que tu as, toi, en le déposant, un droit de créance sur le montant que tu as déposé, pas un droit de propriété sur les fonds déposés. C'est la raison pour laquelle vous voyez que la banque va utiliser votre argent pour investir dans des projets. Parce qu'en fait, c'est plus votre argent. Bon, on continue pour que ça soit plus clair. Tout le monde sait que l'argent, c'est un bien fongible. Ça veut dire qu'il n'est pas individualisé. Un billet de 10 euros qui est dans ton porte-monnaie, pendant un certain temps, tu en as la propriété, mais c'est pas le seul billet de 10 euros ou le billet de 10 euros à ton nom. C'est juste un billet de 10 euros qui est passé dans tes mains. C'est pour ça que quand tu déposes de l'argent à la banque, et après que tu retires de l'argent à la banque, c'est pas les mêmes billets. Jusque-là, tout le monde me suit. Dans la construction juridique française, un dépôt bancaire, c'est un dépôt irrégulier. C'est un peu comme une forme de prêt. La propriété des fonds, donc de l'argent que tu as donné, est transférée à la banque. Et en échange, la banque, elle doit te restituer l'équivalent et pas les mêmes billets. Quand tu le déposes, la banque, elle a une obligation de te restituer la même somme. C'est ça que tu vois lorsque tu vas sur ton appli bancaire. Tu vois l'obligation de te restituer la somme que tu as déposée. C'est justement parce que les fonds, l'argent que tu as mis, deviennent juridiquement les fonds de la banque. Ça veut dire que ça passe de toi, le propriétaire, quand tu avais l'argent dans les mains, à la banque devient propriétaire de l'argent en question. Elle peut prêter. Voilà, puisque c'est à elle l'argent. Puisque c'est elle la propriétaire maintenant. Ben, elle peut prêter cet argent en faisant des crédits. Elle peut investir, elle peut gérer sa trésorerie, etc. Donc pour te la faire courte, le cœur du modèle bancaire en France, c'est exactement ça. La loi, elle définit les dépôts comme un fonds qu'une institution peut utiliser pour son propre compte, tout en devant les restituer via une obligation. C'est pour ça que si par exemple demain la banque faisait faillite avec son argent qui était avant le tien, les dépôts seraient garantis jusqu'à un certain montant. Elle ne peut pas ouvrir des caisses et te donner l'argent. Parce que l'argent, il n'est pas dans des caisses. Voilà. Elle l'a investi ailleurs. Dans le cas d'une faillite, elle l'a fait faillite avec. Voilà. Donc il y a un peu une confusion sur le terme de dépôt parce que nous, on utilise le mot dépôt. On croit que quand on dépose quelque chose, la personne nous le garde. La personne étant la banque. Mais dans la réalité, elle l'utilise. C'est pas un vrai dépôt. La banque, elle ne doit pas le conserver. Elle peut l'utiliser. J'espère que c'est plus clair pour les personnes qui se posaient la question. Pourquoi on ne peut pas du jour au lendemain sortir 10 000 euros sur son compte sans avoir prévenu sa banque et pourquoi la banque pose des questions. J'espère que c'est plus clair pour vous. C'était évidemment la version vulgarisée et simplifiée
un peu plus complexe que ça, juridiquement. Mais au moins, j'aurais pu répondre à certaines des questions. C'était Ifat, Jevons Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. À très vite. C'est vrai qu'en vrai, ils ont bien pensé de la chose quand même, puisque le système qu'ils ont fait, ça fait qu'en fait, on ne peut pas être vraiment propriétaire de nos sous, parce que vu qu'ils veulent tout virtualiser, ça passe directement de l'entrepreneur à la banque. En fait, notre argent ne nous appartient pas vraiment. Et en vrai, ils ont bien pensé à la chose, parce que comme ça, c'est vrai que ça leur permet de faire les comptes fragmentés, du coup, que quand on pose 10 000 euros, ben, on peut récupérer que 1 000 euros directement dessus. Ça explique quelques petites choses, mais c'est bien fait pour les arranger quand même, hein. On nous annonce une troisième guerre mondiale alors qu'il y a un mois, on apprenait que les plus haut placés bouffaient des enfants et leur faisaient des choses inimaginables. Si vous pensez que c'est juste une coïncidence, vous êtes bête. Parce que sincèrement, en apprenant une chose pareille, que les stars les plus haut placés, les hommes politiques les plus riches de ce monde mangent des gosses et leur font des choses mais littéralement horribles, vous pensez sincèrement la chose la plus logique et la plus sensée serait d'amener une troisième guerre mondiale. Parce que comment faire oublier la population une telle chose? Eh ben, en amenant une troisième guerre mondiale. Que tout se passe avec même pas quelques semaines d'intervalle. Mais c'est pas une coïncidence. C'est la suite logique. Ce qu'il se passe va même au-delà des dossiers. Et là, le monde est en train de se réveiller. Le monde est en train de comprendre ce qui se passe réellement sur cette terre. Et c'est pour ça qu'on nous amène cette guerre. Parce que tout le monde est en train de se réveiller. Ils sont obligés de faire quelque chose. Et puis, une journaliste a confronté Trump, il a tellement pas aimé qu'il a retourné toute la situation en lui disant que ça faisait 10 ans qu'il la connaissait, qu'elle n'avait jamais souri une seule fois et qu'elle ne devrait même pas travailler en tant que journaliste. Tout ça parce que la journaliste a touché une corde sensible. Le voile est en train de tomber et on n'est pas prêt pour la suite. C'est vrai que c'est pas la première que j'entends dire ça quand même, que en fait, c'est la troisième guerre mondiale, ça serait pour en gros faire oublier les gens. Et c'est vrai que quand on regarde, comment ils pourraient sortir d'une galère comme ça, en faisant une troisième guerre, en faisant enlever les dossiers, en faisant oublier les gens, c'est sûr que bah, ce serait une façon de faire. Donc, je trouve ça un peu curieux quand même. Tiens, regarde, est-ce que tu savais que le fabricant d'appareils photo Nikon et la NASA avaient conclu un accord juste après l'éclipse de 2024? Bizarrement, juste après, ils abandonnent la fabrication du Nikon P1000, sachant que c'est l'appareil qui a le zoom le plus puissant du marché. C'est bizarre, alors on va regarder quelques vidéos, quelques zooms. Là, c'est l'étoile Sirius. Bizarrement, elle ne ressemble pas à ce qu'on nous a montré, appris. Allez voir le compte d'Alimage. Ça parle de la Terre plate, c'est excellent. Vous me direz des nouvelles. Regarde un peu ce qu'on peut voir. Vous allez voir sur son compte, il n'y a que des vidéos comme ça. Ça détruit la courbure, les gars. Alors, est-ce que c'est un hasard que la NASA et Nikon fassent un accord juste avant l'éclipse? Après, on a vu les vidéos bizarres de l'éclipse, tu vois. Donc, on se pose des questions. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, certain, c'est que la Terre est plate. Tu pourrais pas zoomer sur un bateau à plus de 20 km, sachant ce que nous a appris Jamy. Hein, Jamy? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Allez, ciao. C'est vrai que là, c'est assez curieux quand même, parce que ça fait une forme chelou quand on voit le zoom aussi loin. Et c'est vrai que c'est quand même curieux qu'après l'éclipse solaire, comme par hasard, l'objectif le plus puissant qu'il y a sur le marché soit arrêté. Ils ont peur qu'on voie quoi avec. Est-ce que tu savais qu'on peut piéger des éclairs dans des blocs de plastique? Enfin, piéger des éclairs, c'est pas exactement ça, mais ce que tu vois, c'est bien réel, c'est pas de l'IA, et je vais t'expliquer de quoi il s'agit. En fait, ces blocs sont fabriqués en polyméthacrylate de méthyle, qu'on connaît bien sous le nom d'acrylique ou de plexiglas, un plastique très isolant. Et pour obtenir ces résultats, on a en fait bombardé l'acrylique avec un faisceau d'électrons grâce à un accélérateur d'électrons. Comme l'acrylique ne conduit presque pas l'électricité, les électrons restent alors piégés à l'intérieur. Résultat, le bloc se retrouve rempli d'énormément de charges électriques qui se retrouve là à attendre, rien ne se passe jusqu'au moment où on frappe le bloc avec une pointe métallique. Au moment de l'impact, la pointe concentre le champ électrique en un point précis et provoque ce qu'on appelle un claquage diélectrique. Le champ devient si fort que l'isolant cesse soudainement d'être isolant et une décharge se déclenche. Tous les électrons stockés cherchent en fait un chemin pour s'échapper, ils le font à l'intérieur du bloc et la décharge se propage directement dans le plastique en formant des motifs similaires à ceux des éclairs. D'ailleurs, ces motifs ont un petit nom, les figures de Lichtenberg. Cette décharge crée alors des micro-fissures permanentes dans le matériau, ce qui fige le motif, et c'est pour ça que je disais qu'on piège pas vraiment un éclair, mais on grave son passage. En vrai, c'est vraiment très stylé parce que là, du coup, on peut voir la forme de l'électricité. Mais je trouve que ça ressemble à des racines en vrai, quand même. On a normalisé une vie de merde au point d'appeler ça réussir.
T'as des parents qui poussent leurs enfants vers des boulots qu'eux-mêmes feraient jamais de leur vie, juste pour survivre. Et on te dit, genre, de trouver quelque chose de stable, de gagner ton argent, de te sécuriser, d'acheter un appart, une maison. Et personne te demande si la vie que tu construis te rend heureux. On te demande juste de tenir et de souffrir de manière rentable. Et après, quand t'as tenu assez longtemps pour acheter 2 pauvres mètres carrés de confort, il faudra appeler ça une réussite? Pardon? C'est n'importe quoi. Déjà, posséder, ça suffit pas à remplir ton vide intérieur, à trouver du sens à ta vie. Et là, on a juste appris aux gens à supporter l'insupportable avec discipline, et on appelle ça être adulte. Et tout le monde s'en fout si t'aimes ta vie, tant que ta souffrance reste propre, stable, et j'imagine socialement acceptable. Et le pire, c'est qu'on transmet ça comme si c'était de la sagesse. Alors qu'en vrai, c'est juste, pour moi, c'est juste de la résignation qui passe d'une génération à l'autre. Et je pense qu'il serait peut-être temps que nos générations cassent ce cycle de merde, ce cycle infernal, parce qu'on n'en veut plus. En fait, on veut juste être tranquille. Mais laissez-nous tranquille, bordel de merde. On veut juste faire ce qu'on veut, en fait. Laissez-nous kiffer un peu. C'est vrai qu'en vrai, les gens, ils demandent pas grand-chose en soi. Ils demandent juste d'avoir un petit bout de terrain ou des libertés, et pas devoir tout le temps survivre à payer des factures, etc. C'est vrai que bah, des fois, on ne demande pas grand-chose, mais bon, on n'est jamais tranquille. Pourquoi tu repousses tous les soirs l'heure de te coucher alors que tu es épuisé? Tu te dis allez, encore 5 minutes, mais les 5 minutes deviennent vite 2 heures. En plus, le lendemain t'es KO et tu te dis plus jamais je me couche aussi tard. Sauf que le soir même, tu recommences. Tu penses que c'est juste un manque de volonté? Eh ben c'est totalement faux. On appelle ça la procrastination de vengeance. Oui oui, vengeance. Et contre qui? Eh ben ta journée. Pendant toute la journée, ton temps ne t'a pas appartenu. Ton patron, tes cours, ta famille, tu as passé ta journée à devoir faire des choses. Donc ton cerveau a besoin de liberté. Comme il n'a eu aucun choix ni aucun plaisir dans la journée, il refuse de s'éteindre sans avoir eu sa part de vie. Et donc souvent tu regardes beaucoup de vidéos ou les réseaux sociaux pour combler ce vide dans ta journée. Et le pire c'est que ton cerveau il voit le sommeil comme une menace. Et oui, parce que pour ton inconscient, dormir c'est arriver encore plus vite le lendemain. Et c'est là le problème. Ton cerveau reste éveillé pour retarder le retour à l'esclavage. Donc si tu veux dormir tôt, tu dois avoir des moments de liberté dans ta journée. Au minimum 5 à 10 minutes pour toi. Allez, ta journée est terminée, pose ce téléphone, t'en as assez fait pour aujourd'hui, mais avant, n'oublie pas de t'abonner. C'est vrai que des fois, on se fout trop la pression alors qu'on devrait laisser aller les choses, que ça vient tout seul, c'est pas faux. Après, je comprends qu'il y en a, c'est un peu plus dur que d'autres, mais des fois, d'un peu de lâcher prise, ça fait du bien en vrai. Tu savais que le moyen le plus rapide d'obtenir tout ce que tu veux, c'est le détachement. Parce que plus tu cours après quelque chose, et plus ça s'éloigne de toi. Ouais, je sais, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais laisse-moi t'expliquer. Pendant des années, j'étais obsédé par le fait de tout contrôler. Genre ton crush te répond pas, panique totale. Ton plan business qui tombe à l'eau, c'est la fin du monde. En gros, j'étais tout le temps en train de stresser, de courir après les choses, et d'essayer de forcer les situations. Et un jour, j'ai compris un truc de fou. Si c'est fait pour moi, personne pourra me l'enlever. Et si c'est pas fait pour toi, rien ne peut te le donner. Genre tu peux courir dans tous les sens, stresser comme un malade, essayer de tout contrôler. Si c'est pas aligné, ça viendra jamais. Et si c'est aligné, ça viendra tout seul même si tu fais rien. C'est comme du sable dans ta main, si tu serres fort, il passe entre tes doigts, mais si tu ouvres la paume, il reste. Le plus dingue, c'est qu'avant, quand je perdais quelque chose, une amitié, une opportunité ou peu importe, je remettais tout en cause. Maintenant, je me dis juste, j'ai évité un problème. Je sais même pas quel problème, mais je l'ai évité. Parce que si ça part de ta vie, c'est que quelque chose de mieux arrive bientôt. T'as rien perdu, bien au contraire. Et le truc de fou, c'est qu'une fois t'acceptes ça, tu deviens imbattable. Tu stresses plus et tu cours plus après rien. Tu fais juste confiance et bizarrement, tout commence à venir à toi naturellement. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, le bon timing, tout s'aligne sans forcer. Et franchement, si on m'avait enseigné ça à 10 ans au lieu des tables de multiplication, j'aurais progressé encore plus vite dans ma vie. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'es du genre à vouloir tout contrôler. En tout cas, si t'as aimé. Des fois, quoi, dans tous les sens, ça fait un peu péter un câble. Et c'est vrai que d'avoir des petits moments de plaisir dans les moments de galère, ça fait du bien, ça aide à plus avancer. De prendre un peu de temps pour soi, c'est pas mal. Et je sais que vraiment, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait avec les pierres de la Bastille après la Révolution? Le 14 juillet 1789, la Bastille tombe. Dès le lendemain, la démolition commence. Et là se pose une vraie question pratique. Des milliers de tonnes de pierres au milieu de Paris. Qu'est-ce qu'on en fait? Un chantier était déjà en cours à cette époque. Un pont pour relier la rive droite à la rive gauche. Réquestionné depuis plus de 60 ans par manque d'argent, la Révolution venait de lui offrir ses matériaux sur un plateau. Les pierres de la Bastille sont récupérées et intégrées à la construction. L'intention est claire, que le peuple puisse continuellement fouler l'antique forteresse. La prison qui enfermait le peuple, transformée en pont que le peuple traverse tous les jours. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le pont s'appelait d'abord pont Louis XVI, puis pont de la Révolution en 1792, puis pont de la Concorde en 1795 pour apaiser les esprits après la terreur et les milliers d'exécutions sur la place voisine. Même le nom a changé au fil de l'histoire. Et dernier détail, il n'y a pas d'anneau d'amarrage sur ce pont, pour que ces pierres ne portent plus jamais de chaîne. Et aujourd'hui, des millions de personnes traversent ce pont sans savoir son secret. Maintenant toi, tu sais, et tu peux plus l'ignorer. Et toi, tu connais une anecdote insolite sur Paris ?
Lâche-la en commentaire. Et si tu veux un secret urbain par jour, abonne-toi. Je savais pas que le pont de la Bastille il était utilisé pour créer un pont en vrai. Puis là, en moins, ça a encore une réelle utilité. Je pense que plus tu t'éveilles, plus tu deviens conscient, plus tu réalises que ce monde il tourne totalement à l'envers, que tu réalises qu'on est dans une société totalement malade. On nourrit la peur, on nourrit l'angoisse, on nourrit la comparaison, et je pense que plus t'as peur, plus tu restes dans le système. Mais après réflexion, je pense que la vraie liberté, c'est pas de vouloir changer le monde, c'est impossible, mais de créer ton propre monde à ton image dans ce monde pourri. Tu crées ton monde dans ce monde, et de lâcher ce que tu contrôles pas, parce que dans tous les cas, tu sais rien y faire, et de revenir à ce que personne ne peut t'enlever, ton monde intérieur. Parce que peut-être que la peur, c'est l'énergie la plus utilisée pour pouvoir nous garder endormis. Mais ta paix intérieure, c'est l'acte le plus rebelle qui puisse exister. C'est vrai que quand on regarde en vrai, c'est la peur, ça nous fait réagir de façon que des fois on réagirait pas et des fois ça nous empêche de faire des choses. C'est un peu comme le stress. C'est pour ça que c'est bien de réussir à le gérer. Ça, c'est un plan américain, et il s'appelle comme ça pour une raison très cool que tu vas pouvoir raconter à tes potes. Au cinéma, le plan américain, en fait, c'est juste un cadrage qui est coupé à mi-cuisse, à peu près par là. Au début du XXe siècle, les films qui cartonnent tout, c'est les westerns. C'est des films où on voit beaucoup de scènes de bagarre, des poursuites à cheval, mais surtout des duels. Et en fait, ce qui compte dans une scène de duel, c'est pas vraiment le coup de feu, mais c'est plutôt la demi-seconde juste avant. Celle où on peut voir les regards et les mains qui frôlent les flingues. Mais le petit problème, c'est que si tu cadres trop serré, on voit les yeux, mais pas l'arme. Et si tu cadres en pied, on voit tout, mais on voit pas les émotions. Et on dirait un peu une vidéo de surveillance. Donc les réals ont trouvé le bon compromis. Ils vont cadrer à mi-cuisse. Juste assez bas pour qu'on puisse voir l'arme, et assez haut pour qu'on puisse aussi voir les émotions dans le regard. Et comme ce type de plan était partout dans le cinéma hollywoodien, les critiques français ont commencé à dire « Ah ouais, ça c'est leur truc en fait ». Et ils ont appelé ça le plan américain. Autrement dit, le plan où tu peux voir les émotions et le flingue. Et l'autre truc à savoir, c'est qu'aux États-Unis, ce plan, ils l'appellent pas du tout comme ça. Pour eux, c'est plutôt un cowboy shot ou un medium long shot. Donc en fait, le plan américain, c'est une expression qui est uniquement utilisée en France. Donc si un jour ça parle de cinéma ou de western dans une conversation, t'auras une petite anecdote à raconter. Et si tu connais des plans cultes qui sont filmés en plan américain, tu peux les laisser en commentaire. Voilà, ça pourrait donner une petite idée au caméraman. La CAF, piratée. La Sécu, piratée. Les banques, piratées. Pronote, piratée. France Travail, piraté. C'est bon, il y en a assez là. Et malgré ça, bientôt, toutes vos données personnelles ainsi que celles de vos enfants seront affichées au grand jour sur une version numérique. C'est les hackers qui vont être contents. Je sais pas si c'est moi qui marche à l'envers ou si c'est moi qui ai rien compris, hein. Aujourd'hui, pirater la CAF ou une banque, c'est plus facile que de pirater un compte Facebook. Et donc, nous, on devrait mettre toutes nos infos en version numérique pour assurer sécurité et respect de l'âge minimum requis pour les plateformes. Il y a que moi à qui ça pose un problème? Parce que non, je veux bien qu'on dise que j'extrapole un petit peu, hein. Et à un moment donné, si déjà France Travail et la CAF, qui sont censées être des institutions très protégées, se font pirater, imaginez ce qui va se passer avec nos données. Parce qu'on parle pas uniquement des données d'identité, mais de toutes nos données, qu'elles soient bancaires, identité, sécu, tout ce que tu veux, ce sera freestyle. Vive la France! C'est vrai que je trouve ça vraiment problématique, l'identité numérique, parce que là, on met toute notre vie sur Internet et c'est des traces qui restent vraiment à vie. Et c'est vrai que pour les hackers, ça serait une mine d'or en vrai. Donc, je trouve ça vraiment pas très bon pour nous. Mais bon, la vidéo est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.